Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue chez MyHuman. Bienvenue à ce nouveau live. Bonsoir à tous ceux qui sont déjà connectés. On s'excuse vraiment, on a quelques problèmes de connexion, mais je pense que ça va aller. Vous êtes plusieurs à être déjà là, c'est extraordinaire. Bonjour, Monsieur H. Bonjour Adélaïde, bonjour Emmanuel, merci à vous d'être connectés, merci à vous d'être au rendez-vous. Donc, on va essayer de gérer avec nos problèmes, nos petits problèmes techniques. On espère que ça va aller, mais je pense que ça va bien aller. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Bon, pour ceux qui sont à Montréal. Et c'est un plaisir de vous accueillir pour parler de ce sujet très, très délicat, la consommation des stupéfiants. On va parler de la drogue. Mais on a avec nous une intervenante vraiment spéciale qui a accepté de venir avec nous. Bonsoir Alexandra. Allô? Je n'ai pas bien entendu, en fait, ça a coupé un peu durant la présentation. Comment tu vas, Alexandra? Je vais bien, et vous, tout le monde? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. On t'entend, mais ouais, c'est bon. Donc, oui, ben, aujourd'hui, en fait, pour donner de l'information plus précisément par rapport, oui, à la consommation. Donc, là, le titre le dit un peu par rapport à la drogue. Donc, j'ai déjà intervenu dans une école secondaire avec des étudiants au secondaire par rapport à la consommation. Donc, des étudiants qui consommaient durant les cours, sur les terrains de l'école, etc. Donc, j'ai été diplômée aussi en intervention. Des toxicomanies. Donc, j'ai travaillé plusieurs années dans le domaine. Donc, je connais assez d'informations par rapport à ça pour éclairer, en fait, certaines personnes aussi sur le sujet. Puis c'est ça. Super. Merci beaucoup à Alexandra d'être là. On a avec nous Joachim. Ouais, salut tout le monde.
C'est ça, on va échanger sur l'ensemble des questions sur les stupéfiants, les bons côtés de la drogue qui peut amener, puis les mauvais côtés aussi. Puis c'est ça, on va interagir, on va beaucoup en aborder, puis c'est ça. Hein. Ok, ouais. Alors, super. Merci beaucoup. Merci. Joachim, d'avoir accepté d'être là avec nous aujourd'hui. Et puis, Ayrton. Oui, bonjour tout le monde. Moi, c'est Ayrton du que vous m'aviez vu lors d'un live. Et je suis là aujourd'hui pour assister les intervenants, entre autres Alexandra et Joachim. Et plus précisément, je vais assister Laurence dans la direction de ce live. C'est un sujet assez intéressant. Et je sais que vous avez regardé le titre et il évoque beaucoup de questions. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, pour essayer de vous éclairer par rapport à ce sujet précis. Donc, on va commencer tout de suite avec quelques questions de la part de Laurence qui va essayer d'avoir la bonne information en fait, parce que c'est ça qu'on veut vous véhiculer. Laurence? Complètement. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Hein. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des des questions? Est-ce que vous voulez partager quelque chose de particulier? Je pense qu'on va commencer par écouter un témoignage qu'on a reçu parce qu'on a reçu déjà tout au long de la semaine, on a reçu beaucoup de messages privés et vraiment, on s'est vraiment attardé sur celui-là et on va vous le partager tout de suite. Donc, si l'équipe peut nous donner ce témoignage, merci. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez merveilleusement bien ce soir et que le terme de ce soir, je pourrai en sortir avec des réponses. Au-delà de condamner, il serait mieux d'en sortir avec comment aider ces personnes-là. Donc, la consommation de la drogue, le bon côté. Le bon côté, je ne sais pas si s'il y a vraiment de bon côté. Mais quand j'ai lu le thème de ce soir, je vous avoue que j'ai été très choquée. J'ai écrit, j'ai dit, ben, c'est pas possible. C'est un sujet très sensible. Et moi, ça me touche particulièrement parce qu'aujourd'hui, je vis avec quelqu'un qui consomme de la drogue et qu'aujourd'hui, on n'arrive même plus à aider. On ne sait plus comment faire. Donc, pour ma petite histoire, c'est un petit neveu qui était très brillant à l'école, très, très poli, très disponible, très disposé. Mais aujourd'hui, je vous avoue qu'on a perdu. On l'a perdu parce que la violence n'a changé rien. Ses parents étant dans l'armée, on l'a plusieurs fois amené, comment on dit ça, on l'a plusieurs fois amené au commissariat, le faire tabasser pour qu'il arrête, mais ça n'a rien changé. Je vous avoue qu'au contraire, quand il sortait de là, il venait, il en consommait peut-être, il triplait même la dose. Au point, il se plaçait pour se battre avec ses parents. Est-ce que vous vous rendez compte? La drogue aujourd'hui l'a détruit. Il aurait pu prendre une arme, planter sur sa maman ou son papa, tirer. Tout cela, ce sont les effets de la drogue. Donc, le bon côté de la drogue, je ne sais pas si un jour je pourrais voir vraiment le bon côté de la drogue avec lui. Parce que pour un enfant qui était assez brillant à l'école, aujourd'hui qui n'est même plus capable de raisonner, qui n'est même plus capable, il va en classe, c'est juste parce qu'on ne veut pas le laisser au quartier. Sinon, il devient un grand bandit. Donc, il ne peut plus rien faire. C'est tellement
alarmante. Tu te lèves en matin, tu vois comment un petit garçon, il est là placé, il est tout perdu. Il ne sait pas quoi faire. Tu le vois, il marche, il parle seul. Mais la drogue, ça rend fou. Moi, c'est ce que je retiens, que la drogue, ça rend fou, ça détruit. Ça détruit, ça n'a... Je sais pas, ça détruit. Et le pire, c'est que lorsqu'ils ont commencé à consommer, le plus dur, c'est de les faire arrêter. S'il n'y a pas leur volonté personnelle, s'il n'y a pas leur propre volonté déjà. Donc, c'est ça le plus dur. C'est pourquoi ça m'a... c'est un sujet qui... Moi, je serais scotché ce soir vraiment pour essayer de relever 2 ou 3 points qui me seront vraiment bénéfiques pour pouvoir l'aider à sortir de là. Comme Yannick a dit, au-delà de condamner, il faut voir comment faire sortir ces personnes de cette impasse-là. Donc, ce soir, j'aimerais vraiment sortir de là avec 1 ou 2 thérapies et qu'à la prochaine édition, que je puisse venir et vous remercier pour ce que vous faites. Parce que sachez qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est susceptible de toucher pas mal de personnes, que ce soit des parents eux-mêmes, que ce soit des jeunes. Donc, il faudrait avoir beaucoup de tact pour, à ce sujet-là. Il faudrait vraiment avoir beaucoup de tact. Parce que si vous tombez sur un jeune comme celui-là qui consomme déjà la drogue et qui voit le bon côté de la consommation de la drogue, mais je vous avoue, s'il prenait 3 comprimés, il va tripler. Il va tripler. Et on sait que ça ne peut pas faire beau ménage. Donc, comme je disais, mon petit-neveu, il en souffre beaucoup. Et grâce à vos conseils ce soir, grâce à vos thérapies, j'aimerais pouvoir lui apporter de l'aide à ce sujet. Il est perdu, il ne peut plus rien faire à l'école. Lui, il est déjà à côté de la folie, si je peux dire ça comme ça. Il est déjà à côté de la folie, mais il n'arrête pas de prendre, il n'arrête pas d'en consommer. On l'a même amené à l'hôpital. On l'a amené à l'hôpital pour voir, je ne sais pas, ces personnes-là qui s'occupent des fous parfois. Donc, comme je disais, on l'a amené à l'hôpital pour une prise en charge. Vous voyez, quelqu'un qui suit un traitement à l'hôpital, il a des comprimés à l'hôpital qu'il prend. Et quand il rentre, il prend encore il prend encore de la drogue, il ajoute de la drogue. On a failli le perdre un soir où il s'est mis à, je ne sais pas si c'était une crise, ça faisait comme de l'épilepsie parce que si tu prends un antidote et tu prends encore le truc lui-même, ça créait comme, ça créait comme une bombe dans son corps. Donc, on ne sait plus comment faire. Il suit des thérapies à l'hôpital, mais rien. Parce que quand il revient, il replonge dans ça. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas. J'espère vraiment sortir ce soir, comme je disais, avec quelque chose qui pourra l'aider, qui pourra vraiment l'aider, sans peut-être l'impliquer lui directement, parce qu'on ne peut pas contrôler un jeune de 20 ans, on ne peut pas le contrôler. Quand il sort avec ses amis, on ne peut pas l'enfermer. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire dans ce cas? Donc, c'est assez compliqué. Donc, j'aimerais que ce soit vraiment un sujet traité avec beaucoup de tact parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui pensent que la drogue, ça leur donne du courage. C'est vrai, ça leur donne du courage d'affronter certaines situations de la vie, mais le mauvais côté, c'est que ça détruit. Et moi, je retiens que le mauvais côté, c'est que ça détruit. Parce que s'il faut prendre courage, s'il faut dépendre de quelque chose pour pouvoir intervenir, pour pouvoir parler à quelqu'un, ça voudrait dire qu'on n'a pas suffisamment de la confiance en soi. Or, ce qu'il faut là, c'est développer une certaine confiance en soi. Donc, j'aimerais vraiment que ce soit traité avec beaucoup de tact parce que nous avons des jeunes qui pourraient être en train d'écouter votre émission et qui pourront, vous avez aujourd'hui entre vos mains, soit de perdre ces jeunes-là, soit de les ramener à la raison d'une façon ou d'une autre. Donc, je compte vraiment sur vous aujourd'hui et comme je l'ai dit, j'ai mon petit bloc-notes, j'ai mon stylo. Donc, ce soir, je veux sortir d'ici avec une thérapie, des conseils que je pourrais implémenter pour aider mon petit-neveu à sortir de là et qu'il puisse vraiment retrouver son état de santé et son état psychologique normal. Parce que là, moi, il est fou déjà. Il est fou déjà. Donc,
merci déjà d'avance et je compte vraiment sur vous et merci pour ce que vous faites. Merci vraiment. Bonne soirée à vous. Je reste scotché, comme je l'ai dit. Merci. Alors, merci pour ce témoignage, Alexandra. Tu l'as entendu, hein, tout de suite, quand on parle de drogue, on est tout de suite dans les conséquences, tout de suite dans ce qui ne va pas, tout de suite dans les représentations et tout de suite dans le jugement. J'aimerais rappeler à tous ceux qui sont connectés aujourd'hui que la clinique Maglumène, on est vraiment dans la partie de prévenir. Donc, ma question pour toi, déjà, et on est dépendant de la drogue. J'ai pas compris, ça a coupé. OK. Alors, je disais que qu'est-ce qui fait que les jeunes, on ne se lève pas un matin et on est tout de suite dépendant de la drogue. Pour ça, je ne suis pas l'experte, hein, c'est toi. Mais qu'est-ce qui fait qu'un jeune consomme de la drogue? Ça Oui, commence bien. par quoi? Oui, ben c'est ça. Comme tu l'as dit, c'est pas automatique qu'une personne va consommer puis qu'il va développer une dépendance à la consommation. Il y a des jeunes qui vont expérimenter en fait la consommation là, durant le processus de l'adolescence. Puis c'est ça, comme on dit, ça sert à rien de tout de suite dramatiser si on a un jeune qui fait une expérimentation par rapport à ça ou qui fait une erreur, qui essaye des choses. Parce que ça ne veut pas dire que ça va tomber directement dans quelque chose qui va être durable ou qui va se détériorer ou, par exemple, qui va tomber dans d'autres types de drogues. Les raisons pourquoi, en fait, certains jeunes vont commencer à consommer parfois à l'adolescence ou des fois même un peu plus jeunes, ça dépend en fait des milieux, du milieu familial, etc. C'est sûr qu'il y en a qui vont essayer la consommation pour essayer de vivre des expériences qui sont différentes de la vie normale, si on veut, qui vont être entourés aussi parfois de gens qui sont près de la consommation. Donc, s'il y en a qui sont dans un groupe d'amis, que ces amis-là consomment aussi régulièrement, ben, il y en a qui vont peut-être tomber un peu dans l'influence pour se faire accepter, par exemple, vont aussi tenter la consommation. Il y en a qui vont, pendant le témoignage, ils l'ont mentionné, donc certaines personnes vont essayer d'améliorer leur performance, parfois aussi avec la consommation de drogue. Il faut savoir que, oui, les raisons que je nomme en ce moment, ce sont des raisons pourquoi les jeunes vont commencer à consommer, mais tout est, si c'est pas la réalité dans le sens que c'est pas la consommation qui va faire en sorte que la personne va vraiment améliorer ses performances, que la personne, par exemple, va créer des bons liens à cause de la consommation. C'est entre guillemets, si on veut. Il y en a, par exemple, surtout qui vont consommer pour essayer de comment que je pourrais dire, faire face en fait à leurs problèmes. Donc, des personnes qui peuvent vivre des situations de vie qui sont plus difficiles parfois vont tomber dans la consommation puis avoir l'impression que ça fait du bien, que durant la consommation, ils ressentent pas les émotions qui sont négatives, qu'ils se sentent mieux, en fait, qui sont dans un état d'euphorie qui va les faire oublier un peu la situation dans laquelle ils se trouvent. Mais comme je le disais, il y a toujours une fin à un moment donné. Une fois que les effets de la consommation est parti, ben, ils se retrouvent quand même tout le temps dans le même genre de situation. Puis à ce moment-là, c'est là qu'ils n'arrivent pas à trouver des façons saines de soit régler leurs problèmes, améliorer leur performance, se trouver des amis ou vivre des expériences différentes autres qu'avec la consommation. Donc, c'est pas mal ça par rapport aux raisons que les jeunes pourraient consommer de la drogue. Ok, merci beaucoup pour votre question, pour votre réponse. Autant pour moi, elle était très détaillée. Donc, vous dites que c'est chacun qui utilise la drogue à ses fins. Mais avant de commencer déjà, on devrait faire une typologie des drogues, parce que les drogues au sens large, c'est vague en fait. Ouais, c'est chacun qui consomme différents types de drogues. Et ces drogues ont des effets différents sur les individus. Est-ce que vous pouvez nous faire une classification ou une typologie de ces drogues-là, s'il vous plaît?
Oui, ben c'est sûr que c'est ça. C'est large. Il y a beaucoup de types de drogues, donc c'est sûr que je tomberai pas dans nommer toutes les drogues un à un, mais on Oui, a bien quand sûr. même trois grandes classes, si on veut, de Mhm. drogues. Donc, on a des stimulants, des perturbateurs et des dépresseurs. Mhm. Chaque catégorie, en fait, va avoir un peu des effets différents sur le corps, sur le cerveau, en fait, sur la réaction des gens. Donc, quand on parle de stimulant, ça le dit un peu dans le nom de la catégorie. Donc, c'est quelque chose qui va donner une impression, en fait, de stimulation, que la personne, elle peut sentir justement qu'elle a plus d'énergie, qu'elle a plus de force pour faire certaines choses, qu'elle améliore justement ses performances, ça peut rentrer là-dedans. Euh, Tantôt, je sais que dans les commentaires, il y a quelqu'un qui parlait de la caféine. Donc, c'est sûr qu'on a 5 drogues qui sont légales en ce moment au Québec. Au Québec, parce que je suis au Québec en ce moment. Donc, par exemple, si on parle de cannabis, alcool, caféine, nicotine et tabac, ben la caféine va rentrer, par exemple, dans la catégorie des stimulants. Donc, rythme cardiaque qui va être accéléré, impression que la personne elle peut faire plus de choses, par exemple, qu'elle a peut-être un peu plus de force, que ses performances vont être améliorées. Ça va aussi affecter en fait le jugement. Donc, certaines personnes qui vont consommer des stimulants peuvent faire des choses qu'ils peuvent pas faire à l'habitude, par exemple. Si on parle des dépresseurs, en fait, donc les dépresseurs, ça va être le contraire de toutes les drogues qui sont stimulantes. L'alcool va rentrer, en fait, dans la catégorie des dépresseurs. Donc, les dépresseurs, ben, c'est quelque chose qui va, à l'inverse des stimulants, ralentir tout ce qui est au niveau du système nerveux, diminuer les réflexes, le temps de réaction, les inhibitions aussi. Donc, certaines personnes vont avoir moins de jugement suite à la consommation, par exemple, de dépresseurs. Donc, plus difficile de prendre des décisions qui vont être éclairées par la suite, qui sont réfléchies, par exemple. Et quand on parle de perturbateurs, eh bien, le cannabis rentre aussi dans la catégorie des perturbateurs. Donc, c'est des drogues qui vont perturber le système nerveux de l'individu qui en consomme. Donc, certaines personnes peuvent avoir des hallucinations. Là, c'est pas nécessairement avec le cannabis que les gens vont vivre des hallucinations, mais il y a quand même d'autres types d'hallucinogènes qui existent aussi dans la catégorie des perturbateurs. Donc, encore une fois, tout ce qui est réactivité au niveau du corps, du système nerveux va être affecté. Le temps, l'espace aussi va être différent. Donc, est-ce que la personne elle a l'impression que le temps passe plus vite, plus lentement? Les distances vont être plus difficiles, la vision va être affectée, les sens de la personne aussi vont être affectés quand on parle de perturbateurs. Donc, c'est sûr que dépendamment de quel type de drogue que la personne va consommer, oui, les effets, en fait, vont être différents. Il faut savoir quand même que chaque personne, chaque individu est différent, donc toute personne va réagir de façon différente à la consommation. Donc, c'est pas parce qu'on a un jeune qui consomme qui va réagir nécessairement de la même façon à la même drogue que son ami, par exemple, parce qu'ils sont peut-être pas, ils ont peut-être pas le même poids, il y a peut-être quelqu'un qui a un trouble de santé, un qui l'est pas, peut-être qu'il y en a un qui est plus tolérant, l'autre qui l'est pas. Donc, faut pas se fier non plus aux autres pour savoir en fait comment nous-mêmes on va réagir à la consommation à la base. Faut se fier à ça, parce que tout le monde peut réagir de façon différente. Ok, merci beaucoup Je pour suis cette d'accord dans réponse. l'ensemble des... Vas-y, Joachim. Ouais, juste intervenir. Je suis d'accord dans l'ensemble des choses de ce que tu as dit. Ouais. Après, pour plusieurs, la curiosité, c'est l'élément déclencheur pour Mhm. qui dans le stimulant. C'est-à-dire que curieux de savoir. Au début, on a peur. Tout le monde a peur au début. On ne sait pas à quoi s'attendre, c'est les premières expériences. Mais les gens nous encouragent pour vivre comme. C'est les gens autour de nous, ils nous disent ah mais au pire tu aurais vécu ta première expérience donc ça vaut la peine. Tout le monde veut vivre une première expérience donc on est curieux, on essaye. Après, si tu as une mauvaise expérience, si la personne vit une très mauvaise expérience, il y a peu de chances qu'ils reviennent dans tel type de drogue. Donc si la personne vit une expérience agréable, bah, il risque d'essayer à nouveau. Puis ça commence petit à petit comme ça. Donc, au départ, c'est le sentiment de curiosité qui est l'élément déclencheur.
Oui, exact. Ben oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont vraiment curieux de savoir qu'est-ce que ça fait la consommation, qu'est-ce que ça fait telle drogue, parce qu'ils en entendent parler, par exemple. Peut-être aussi, il y en a qui ont la pression des autres. Tu sais, la pression des pairs, c'est quelque chose qui est très, très, très présent, en fait, pour les adolescents. Des fois, ça peut être très difficile de résister à la pression, voir les autres le faire, curieux de savoir, en fait, comment nous, on va réagir à la consommation. Donc, oui, il y a des gens qui vont consommer, par exemple, une première fois, qui vont avoir une mauvaise réaction, puis après ne seront plus tentés de continuer à consommer par la suite parce qu'ils vont tout simplement ne pas avoir aimé ça. À l'inverse, oui, il y a des gens qui vont consommer, puis ça, c'est un peu dans tout aussi. Donc, c'est comme si on essaye un aliment pour la première fois. Il y a deux choix qui vont se produire dans notre cerveau. Soit qu'on va aimer ça, soit qu'on n'aimera pas ça. Ben, c'est la même chose avec la consommation. Donc, il y a des gens qui vont consommer pour la première fois, ils vont aimer ça. Oui, ces gens-là peuvent avoir tendance par la suite à continuer à consommer. Par contre, ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui vont continuer à consommer par la suite vont en développer une dépendance. Il y a des gens qui vont quand même être capables de garder un certain contrôle au niveau de la consommation. Donc, par exemple, se trouver des moments précis où consommer. C'est sûr qu'il y a quand même des risques à ça, on ne va pas se le cacher. Mais les risques, ils peuvent être quand même moins grand que la personne qui va faire, par exemple, des abus ou qui va tomber vraiment dans la dépendance. Là, c'est sûr que ça va dépendre de chaque personne, de son mode de vie aussi, de ses habitudes de vie, puis c'est ça, comment lui-même peut gérer, en fait, sa consommation. Parce qu'il y a des gens qui vont consommer une fois par semaine, deux fois par semaine, une fois par mois. C'est pas tout à fait la même chose que la personne qui va vraiment consommer régulièrement, constamment, qui va en avoir besoin. Tu sais, quand la personne commence à ressentir le besoin de consommer, que sinon, si elle n'a pas sa consommation, ben là, ça vient créer un sentiment un peu d'anxiété, là, si on veut, chez la personne, ben c'est là qu'on peut réaliser qu'il va peut-être avoir une petite problématique à ce niveau-là. Mais oui, la curiosité, c'est quelque chose qui est très, très présent, en fait, chez les jeunes aujourd'hui, par rapport aux autres, la pression, l'influence et tout. Donc, oui, il y a des gens qui vont commencer là-dedans, mais comme je disais, c'est pas parce qu'une personne expérimente une fois pour savoir comment qu'il se sent, comment ça le fait sentir, en fait, qu'automatiquement, ça va créer une problématique chez cette personne-là. Merci beaucoup, Alexandra. J'aimerais vraiment m'excuser auprès de nos internautes, hein. C'est vraiment un peu, j'ai beaucoup de problèmes techniques aujourd'hui. Alors, quand on parle de consommation, j'entends bien vos remarques, hein, Monsieur H. Et si vous avez à cœur de vouloir participer au live, n'hésitez pas. Dites-nous dans le chat si vous êtes OK pour pouvoir apporter votre expérience et on vous fait entrer dans le chat. Joachim, j'aimerais revenir à toi. On parle beaucoup de la quête des expériences. On a aussi parlé de la dépendance. Est-ce que tu peux nous dire concrètement, on en a parlé, hein, quelle est ton histoire? Bah, par rapport à mon histoire, j'irais plus d'un côté analytique, là. Moi, ce que je constate, c'est que Alors, est-ce que tu te retrouves dans ce qu'on dit que c'était beaucoup plus pour faire comme les autres, pour vivre une expérience? ouais, elle a pas faux sur ça. C'est Mhm. plus une question d'expérience et de mon cas. Sinon, le sentiment de curiosité m'a embarqué aussi Mhm. quand j'ai tenté la première fois, puis c'est ça. Après, honnêtement, il y a des moments plus agréables, il y a des moments moins agréables. Donc, moi, je trouve que une fois qu'on devient dépendant, c'est parce que c'est un besoin, c'est plus un plaisir. Le moment que tu trouves, tu dis que je peux encore par année, une fois par mois, peu importe, là, ça rentre sûrement ta notion de plaisir. Tu fais ça comme une récompense. Alors que si c'est une dépendance, c'est un cercle vicieux. C'est un besoin, c'est plus un plaisir. C'est pour comme, par exemple, oublier ses problèmes, sa souffrance. Donc, moi, j'irais plus dans, je tente pas. Donc, c'est ça, là.
Oui, ben si je peux faire aussi une petite parenthèse, on parle d'alcool, par exemple, cannabis et tout. Faut savoir aussi que dans la société dans laquelle on vit, l'alcool, le cannabis, c'est quelque chose qui est très minimisé, un peu moins le cannabis, mais l'alcool, c'est quelque chose, par exemple, qui semble normal de consommer. Par exemple, les gens vont souvent accompagner, par exemple, un repas d'alcool. C'est quelque chose qui est un peu banalisé, si on veut, cette consommation-là. Donc, parfois, ça peut envoyer un peu un message contradictoire, en fait, aux jeunes, qui peuvent voir justement leur entourage qui consomme de l'alcool régulièrement, juste par plaisir, là, comme on disait. Mais faut savoir que l'alcool fait partie quand même des drogues aussi, puis que ça a aussi autant d'impact. De la même façon que le cannabis, par exemple, au Québec, là, le cannabis a été légalisé, mais c'est pas parce que ce sont des drogues qui sont légales que les risques ne sont pas présents quand même. T'sais. Alors, Alexandra, quand on parle de consommation, de légalisation et aussi en contexte de pandémie, confiné, déconfiné et tout le stress et l'anxiété qu'on peut vivre, c'est quoi, comment les adolescents sont atteints par tous ces problèmes? Oui, eh bien, ben c'est ça. Au début de la pandémie, en fait, j'ai fait un peu de recherche par rapport pour savoir en fait comme qu'est-ce qui va se passer par rapport à la consommation, le confinement, déconfinement en fait chez les jeunes. Puis c'est sûr que qu'est-ce qui est ressorti le plus, c'est que les déterminants en fait de la consommation de drogue, donc de substances psychoactives chez les jeunes, vont être beaucoup reliés justement au stress, l'anxiété, la détresse psychologique qui va être reliée à la pandémie, le bouleversement en fait de la routine quotidienne, le sentiment aussi d'isolement. Donc on peut pas voir personne, on peut pas sortir par exemple faire des rassemblements, etc. Certaines personnes aussi qui peuvent être pris à la maison, soit qui ont un entourage qui consomment aussi régulièrement, qui sont plus affichés à cette consommation-là. Ça peut être difficile. Donc, il y en a qui vont en fait se tourner des fois vers la consommation, qui vont changer un peu leur habitude, puis ils vont se mettre à encore plus consommer pour essayer de gérer, si on veut, cette espèce de sentiment-là de stress, d'anxiété, de bouleversement de la routine, de motivation, démotivation aussi, d'ennui, de frustration qui est reliée à la situation dans laquelle on vit en ce moment. Le problème aussi qu'on voyait, c'était surtout le retour à la socialisation, donc le déconfinement, si on veut. Donc, le fait d'avoir manqué, par exemple, des fêtes, des événements, des anniversaires, etc. Donc, le fait qu'il y ait plusieurs événements récupérés, ben, qu'est-ce qui nous faisait un peu peur, c'est que là, les jeunes retombent aussi directement dans une grosse consommation pour essayer de reprendre en fait qu'est-ce qui a été manqué durant le confinement. Faut savoir aussi que les jeunes qui ont peut-être moins eu accès à la consommation durant le confinement peuvent avoir perdu la tolérance en fait à la drogue. Donc la tolérance sera plus la même. Tu sais, ça tombe assez rapidement. Quelqu'un qui pourrait consommer vraiment tous les jours, puis arrête de consommer pendant un certain temps, mais c'est sûr que sa tolérance à la consommation sera plus la même. Donc, si par la suite, il retombe dans une consommation au même niveau qu'avant son arrêt, ben là, ça se peut que les risques soient beaucoup plus élevés parce que la réaction, si on veut, sera vraiment pas la même à ça. Je t'entends pas. Laurence, ton micro. Oui, c'est ça. Alors, il y a Monsieur H dans le chat qui dit un peu ce qu'il a consommé. On a eu aussi une autre internaute qui dit que elle a eu à consommer quand elle était jeune et elle avait la paranoïa qu'on savait qu'elle était gelée. Et ça me pose, j'ai envie de te demander, Joachim, à quel moment tu as vu que ça pouvait devenir problématique? À quel moment tu t'es posé des vraies questions? À quel moment tu as pris des décisions? Comment ça s'est passé pour toi? Bah, je dirais que les pires expériences, c'est quand tu n'arrives plus à avoir le contrôle de ton corps. Là, tu te dis, bon, ok, là, c'est toujours. C'est-à-dire que, oui, ok, tu es conscient, mais mentalement, t'es pas là mentalement. Puis à ce moment-là, c'est les limites. Au moment que t'es plus toi-même, là, tu vois les vrais effets secondaires. Que ça soit à court terme, puis à long terme. Puis
souvent, c'est cette mauvaise expérience qui fait en sorte que c'est décourageant, puis d'être dépendant. Puis aussi, c'est aussi à travers ces mauvaises qu'on comprend les vrais effets, dans un sens que oui, c'est bien, mais il faut vraiment surveiller puis connaître ses limites si on consomme. Connaître ses limites, c'est la priorité. Si tu connais pas tes limites, le pire peut t'arriver. Puis tu peux avoir des regrets après. La perte des souvenirs, ta capacité mémorielle est réduite, même cognitive. Donc, il faut faire attention. D'accord, Joachim. Super. En fait, il y a une autre question que j'aimerais poser à Alexandra, parce que certaines personnes confondent le terme addiction au terme dépendance. Certes, ils sont étroitement liés, mais ils ont un sens différent. J'aimerais que tu nous entretiennes un peu sur les deux thèmes-là, Alexandra. Ben, qu'est-ce que tu veux dire par un thème différent pour la dépendance puis l'addiction? Parce que pour moi, ça me semble assez synonyme, en fait, là, de quelqu'un qui développe une addiction puis quelqu'un qui développe une dépendance. Pour moi, ça sonne assez pareil, si on veut, là. Donc, c'est la personne qui va constamment consommer de façon répétée, en grande quantité, qui considère, tantôt, justement, on en parlait, donc que ça devient un besoin, que la vie quotidienne tourne alentour de la recherche, de la consommation, du produit en tant que tel. Ben, je considère que dépendance, addiction, ça devient pas mal au même, en fait. OK. Alors, merci beaucoup, Alice, pour ce que tu nous partages dans le chat. Merci aussi beaucoup à toi, Joachim, de pouvoir apporter ton témoignage. Hein. C'est vraiment gentil, ton courage, ta force. Merci beaucoup à toi. Donc, à tous ceux qui ont consommé, à tous les jeunes qui nous écoutent, et on sait qu'on a aussi beaucoup de parents. Les parents s'inquiètent. Les parents ne veulent même pas que les enfants fassent des expériences. Est-ce que c'est possible, ça, Alexandra? Ben c'est sûr que tu sais ça fait partie du cheminement de l'adolescence. Il y en a qui essaieront jamais, ok, donc il y en a qui seront jamais attirés par ça, puis c'est bien correct comme ça aussi. Il y en a d'autres que c'est ça, tu sais, dépendamment le milieu, les amis, l'entourage en fait. S'il y en a qui voient même leurs parents consommer aussi, ben là c'est sûr qu'il y en a que ça va peut-être être un passage durant leur adolescence, donc d'essayer d'expérimenter. Cette consommation-là. Dans le fond, pour un parent, je crois pas que il faut tout de suite en fait sauter sur les sermons. Donc, tu sais, pour des jeunes, si on a un parent qui a appris, par exemple, que son jeune a essayé une drogue quelconque, je pense pas que la meilleure solution à faire à ce moment-là, ça va être de tomber dans le sermon, de réprimander en fait l'enfant, mais vraiment plus d'aller essayer de comprendre en fait la raison de la consommation, parce que souvent c'est ça, il y a souvent une raison en fait derrière la consommation. Donc oui, des fois c'est le plaisir, mais des fois c'est un peu plus loin que ça. Donc essayer d'aller créer un lien avec l'adolescent, d'aller poser les bonnes questions, de s'intéresser en fait à son jeune, avoir un rapport harmonieux en fait au niveau du cercle familial. C'est sûr que ça c'est un facteur de protection pour les adolescents. Donc que l'environnement familial soit propice dans le fond à un bon développement, si on veut, au niveau de l'adolescence, c'est quelque chose qui va diminuer, en fait, c'est sur le risque de consommation chez l'adolescent, mais ça se peut qu'il essaie quand même d'expérimenter, mais c'est se rester, dans le fond, dans l'ouverture, d'accepter, en fait, qu'est-ce que le jeune va avoir à nous dire, de poser les bonnes questions, de s'intéresser, de pas sermonner ou de tomber, en fait, dans le sermon. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Puis c'est important aussi que les parents soient bien informés, en fait, sur la consommation. Donc, des fois, on entend par-ci, par-là des informations, mais est-ce que c'est des informations qui sont justes
justes, qui sont véritables, vérifiées, etc. Donc, aller s'informer comme il faut avant d'aborder le sujet avec son enfant, ça va vraiment être la meilleure chose à faire. Puis, mettre de côté aussi les préjugés, parce que je sais que souvent, on va avoir tendance à tomber rapidement dans les préjugés pour les personnes qui consomment. Mais c'est se soutenir son enfant, poser des questions, respecter son rythme aussi. Donc, si le jeune n'a pas nécessairement envie d'en parler maintenant, ben c'est de respecter là-dedans puis de pas lui taper sur les doigts tout de suite parce que là, c'est sûr qu'il voudra rien écouter par la suite puis que ça n'aidera pas nécessairement la situation. Merci beaucoup, Alexandra. J'espère que les parents ont écouté. Entendre déjà, c'est une chose, mais je sais que passer à l'action, c'est très, très, très difficile pour des parents. Joachim, j'aimerais encore revenir avec toi. Aujourd'hui, hein, tu prends la parole quand même en tant que leader. Hein. Comment tu vois les choses entre un ado et un parent? Qu'est-ce que tu pourrais dire? Dis-nous quelque chose par rapport à un ado et un parent. Qu'est-ce que tu aurais aimé, par exemple? Ou qu'est-ce qui passe dans ta tête comme un rêve, comme le monde idéal? Alors, Alexandra l'a dit, hein, c'est pas tout de suite entrer dans le jugement, c'est pas tout de suite taper sur les doigts, c'est pas tout de suite dire toutes les conséquences. Mais comment tu vois là? Comment tu vois le dialogue ado et puis parent? Je trouve que c'est vrai qu'il y a plusieurs ados qui sont pas prêts qui ont peur surtout de dire la vérité à leurs parents. Donc, je trouve, je sais pas, je dirais que ça serait bien pour les parents de connaître le cercle d'amis que l'adolescent avec qui il traite, pour mieux analyser, pour mieux savoir comment est son enfant, par exemple. Parce qu'il y a plusieurs parents qui connaissent pas l'amis de leurs enfants. Ça fait en sorte que... Ah, vous m'entendez? Oui. Ah. Bon, je vais continuer. Ouais, il y a plusieurs parents qui connaissent pas le cercle d'amis de leurs enfants. Donc, ça fait en sorte que parfois, ils vont pas comprendre ce que leurs enfants vont vivre. Souvent, ils vont en ramener vers un jugement et tout, puis ça va rendre mal à l'aise l'enfant. Donc, oui, il y a le fait de connaître le cercle d'amis qui pourrait qui pourrait être une solution. Mais ça, c'est pas tous les enfants qui font ça, surtout au Québec, là. Comme je fais les comparaisons, je dirais que Québec, il y a quand même certains gens qui vont pas présenter leurs amis à leurs parents parce que soit qui ont déjà des conflits avec leurs parents ou qu'il y a une relation quand même tendue, donc ça fait en sorte que l'enfant, son problème se perpétue, puis d'où la consommation peut survenir. Donc déjà là, la relation parent-enfant doit avoir une meilleure harmonie. Mais ça, c'est pas évident aussi. Ça, c'est vraiment le cercle familial. Ça a beaucoup d'impact aussi. C'est pas juste le cercle social, c'est aussi la famille aussi. Des fois, tu as un manque d'estime de soi, puis tu te dis, bon, ok, je vais consommer, ça va augmenter mon estime de soi, donc c'est un besoin. Puis ça peut être un problème qui peut survenir par la suite, d'où la dépendance. Puis après, il y a les effets secondaires à terme. Alors, merci beaucoup. Hein. Tu apportes vraiment ce côté de la relation parent-enfant. Est-ce que les parents qui nous écoutent sont plus rassurés? Est-ce que les parents qui nous écoutent comprennent vraiment l'enjeu, en fait, de la consommation de stupéfiants chez les adolescents? Alexandra, tu as parlé tout à l'heure de la raison. Il y a une raison qui pousse les jeunes à aller vers la drogue. Ici, on a Alice qui dit en fait que elle cherchait l'amour parce que elle a eu une enfance difficile. Dans ton métier, est-ce que les parents, on les entend bien hein, taper sur les doigts des ados, mais est-ce que les parents sont souvent ouverts à entendre que l'enfant vit des difficultés et que peut-être, je vais nuancer, hein, ça peut souvent être des défis que eux-mêmes ils vivent? Oui, c'est ça. Ben, ça dépend.
ça dépend toujours des parents. Je veux dire, si les parents eux-mêmes sont pas nécessairement présents, en fait, si le cercle familial est défectueux un peu, si on veut, si c'est déjà une problématique, ben c'est sûr que le parent, tu sais, je veux dire, l'enfant reflète un peu le parent. Tu sais, donc, le parent a beaucoup d'impact sur l'enfant. Donc, c'est sûr que si à ce moment-là, la problématique part de tout ce qui est au niveau du cercle familial, ben là, quand l'ado, l'enfant va essayer d'aller en discuter avec ses parents, ben là, ça se peut justement que soit qu'ils veulent pas écouter, qu'ils prennent pas ça nécessairement au sérieux si le parent se trouve en fait dans la même situation. Tandis qu'à l'inverse, il y en a qui vont, c'est se tomber directement dans le jugement, ou il y en a qui vont être ouverts. Il y en a qui, oui, vont vouloir essayer d'écouter, en fait, puis de trouver une meilleure solution pour leur enfant. Mais honnêtement, ça peut tellement dépendre. Là, ça dépend vraiment de tout le monde. Moi, j'ai vu de tout. Donc, il y en a qui vont vraiment soutenir, il y en a qui seront pas présents, que l'enfant va vraiment être laissé à lui-même, si on veut. Ça dépend vraiment de chaque cercle familial, puis comment, en fait, ça a évolué, en fait, au niveau de l'adolescence. Mais c'est sûr que si tantôt on parlait justement de que c'était vraiment important, en fait, toute la relation famille, ado, enfant, etc. Donc, c'est sûr qu'il y a plus que ça. Puis on parlait aussi de confiance en soi. Tu sais, plus que le parent va apprendre à son jeune à choisir par lui-même, selon ses propres valeurs, par exemple, à augmenter en fait la confiance en soi de son adolescent, ben là, ça va être vraiment plus facile par la suite pour son ado de faire des bons choix, puis d'aller dans une direction qui va peut-être être meilleure pour lui-même. Là, tu sais. Tandis que si le parent le fait pas, ben là, c'est là que l'enfant va peut-être être plus propice à tomber dans une situation qui est pas nécessairement le bon choix. Alors, dans le témoignage de tout à l'heure, on a entendu, hein, les parents l'ont amené au commissariat. Alors, ici, au Cameroun, c'est un peu comme une méthode dure. Tu la comprends. Qu'est-ce que tu penses de cette méthode-là? Qu'est-ce que tu penses de cette façon de gérer? Déjà, on a vu que ça n'a pas marché. Et il y a aussi des cas où ça marche. Et tu viens de le dire, hein, tu as vu tellement de choses. On peut faire ça, ça marche, on peut faire ça. En fait, il n'y a pas de modèle. Tu sais, mais qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cette méthode-là? Ben, je sais pas si c'est la meilleure, mais ça, je dis ça seulement, tu sais, selon mon opinion à moi, là. Il y en a pour qui ça peut fonctionner, tant mieux. Il y en a pour qui ça fonctionnera pas. Dans le cas du témoignage, c'est pas la méthode qui fonctionne. C'est sûr que violence contre violence, c'est peut-être pas le meilleur choix. J'avais l'impression aussi que c'est ça, on disait, ah, il devient fou, il devient fou. Je pense que ce qu'il faudrait, c'est justement aller chercher un peu plus, outre la consommation, mais aller chercher la raison du pourquoi. Donc, pourquoi ce jeune-là s'est rendu là, en fait, parce que ben là, ça va être d'aller travailler vraiment plus sur c'est quoi la problématique. Puis une fois que la problématique va être gérée ou réglée, ben c'est là que la consommation aussi va être beaucoup plus facile à gérer, si on veut, par la suite. Parce que si le problème reste intérieur, par exemple, chez le jeune, puis que personne aborde le sujet, ben pourquoi il changerait ses habitudes de vie? Parce que si, par exemple, il se sent pas bien, s'il vit des situations difficiles ou etc., je sais pas en fait c'est quoi la situation, mais je veux dire, la consommation, ça peut être un pansement, si on veut, pour les personnes, justement, qui vivent des choses, qui essaient de se sentir mieux, par exemple. Donc, c'est sûr que si on continue à des méthodes dans ce genre-là qui va être de lui taper sur les doigts constamment sans aller voir la raison, ben ça se peut qu'il n'y ait pas de différence au niveau de ses habitudes puis de son comportement. Donc moi je dirais vraiment d'aller voir au plus profond en fait. Et en tant qu'éducatrice, hein, je peux amener qu'il y a des jeunes qui vivent vraiment des difficultés à l'école. Il y a des jeunes qui se font tabasser, qui se font abuser, qui se font intimider. Et c'est vraiment important d'aller chercher la cause, en fait. Et avant de traiter, et MyLumen est disponible pour vous. Alexandra est disponible pour aller vraiment en profondeur. Je pense qu'on avait un second témoignage, mais avant ça, j'aimerais juste poser la question à Ayrton ou Joachim. La méthode forte, vous pensez quoi de ça? On peut commencer par toi, Ayrton. En tant qu'ado, est-ce que tu aimerais ça, la méthode forte? Bon, maintenant, la méthode, ça dépend de son effet, de son utilité, de ses résultats aussi.
Parce que, en fonction de cette situation, la méthode forte n'est pas très adaptée. Parce que le sujet en lui-même n'est pas, il est déstabilisé, en fait, la raison pour laquelle il s'est tourné vers la drogue. Et maintenant, rajouter un effet perturbateur que je vais appeler la violence, en fait, c'est pour détruire davantage le sujet. Moi, je préconiserais un suivi psychologique parce que tout se passe dans le psychisme du sujet. Donc, agir sur lui avec de la violence, c'est vraiment le mettre hors de lui davantage. Je ne sais pas si Joachim a quelque chose à ajouter ou il a un avis par rapport à la situation. Ouais, pardon. Moi, je dirais, ça dépend la capacité mentale de la personne. Hein. La personne a la capacité mentale moins, on va dire, qui est moins acquérie. La méthode forte, c'est pas une bonne idée. Hein, parce que il y en a certains qui peuvent être traumatisés. Puis, ça sert à rien de trop traumatiser la personne jusqu'à un certain point qui a plus confiance en lui, qui a peur d'aborder. Si ça impose plus la peur qu'autre chose, il faut employer d'autres méthodes. De toute façon, il y a plusieurs méthodes. Tu vois. La méthode forte peut être bon pour certains gens. La méthode doux peut être bon pour pour d'autres personnes aussi. Il faut juste analyser la personne pour savoir quelle méthode employer. Il y a des gens qui seraient mieux aboutis par cette méthode, puis d'autres personnes qui sont mieux faites par la méthode forte ou douce. Donc, c'est juste mon petit avis sur ça. Merci beaucoup, Joachim. Donc, on revient bien à s'occuper de la personne, hein, prendre soin de la personne. C'est ça, hein, Alexandra? Oui, exactement. Donc, d'aller voir vraiment la base du problème, la base de la consommation, je pense que ça serait la meilleure méthode à utiliser. C'est utiliser la violence pour essayer de gérer cette situation-là. Moi, j'aurais peut-être tendance à dire que, justement, peut-être que la personne va continuer à consommer justement encore plus parce que on a beau utiliser la violence, mais le problème n'est pas réglé. Alors, est-ce qu'on peut nous mettre le deuxième témoignage qu'on avait en audio? Et on n'a plus beaucoup de temps, mais je pense que c'est quand même important qu'on l'entende aussi. Si l'équipe comme est prête. Alors, sinon, Alexandra, le sujet est difficile pour des parents qui se doutent, qui se posent des questions, qui savent pas comment faire pour amener le sujet avec leur ado. Quelles sont les clés que tu leur donnerais? Oui, ben c'est ça, comme un peu je disais un peu plus tôt, ben la meilleure chose à faire avant d'aborder le sujet, c'est d'aller chercher la bonne information. Donc, s'informer comme il faut, être capable de comprendre en fait que oui, des jeunes vont tenter des expériences au cours de leur adolescence, que il y en a que ça va être inévitable, mais faut pas tomber dans les préjugés tout de suite. Faut garder un esprit qui va être ouvert, puis qui va suivre en fait un peu la mentalité du jeune, qui va respecter aussi le rythme de son jeune. Donc, s'il est pas prêt d'en parler, il est pas prêt, faut respecter ça, mais d'être quand même présent. Tu sais, il y en a qui veulent dire que ça va être une bonne chose, par exemple, qu'on a un jeune qui informe ses parents de sa consommation, parce que si jamais il se passe quelque chose, que ça dégénère, que la personne a réagi pas bien, ben son parent peut être là aussi pour intervenir, tu sais, être présent. Je pense que ça, c'est une bonne chose, c'est que les parents soient présents aussi pas, tu sais, je veux pas dire qu'ils vont consommer ensemble nécessairement, mais tu sais, qu'ils soient au courant pour réagir si jamais il se produit une situation que, tu sais, la personne a réagi mal, puis donner justement un environnement de vie qui va être sécuritaire à son jeune. Je pense que c'est un bon départ pour pouvoir aborder le sujet. Puis une fois que c'est fait, une fois qu'on se sent confiant en fait, puis qu'on a la bonne information, ben c'est d'avoir une bonne communication, une ouverture d'esprit, puis de pas tomber dans le sermon. Puis d'aborder le sujet, de répondre aux questions, puis c'est ça, de respecter le rythme de son jeune. Je pense que c'est une bonne chose pour les parents. Laurence, ton micro.
Mon micro. Alors, Alexandra, tu l'as beaucoup dit aujourd'hui, ne pas tomber dans le serment, ne pas tomber dans le serment. Donc, je t'imagine un peu dans le cadre de ton travail. Est-ce que ça t'arrive de vouloir sermonner des parents, du coup? Ben oui, parce que oui, j'ai vu des parents, soit des parents qui, eux, tantôt, je pense qu'il y avait une personne qui disait un peu dans le chat, là, un peu de la même façon que je vais expliquer, qui se ferment les yeux, en fait, donc qui se disent non, moi, mon enfant ne consomme pas, c'est pas son genre. Mais nous, en tant qu'intervenants, on le sait, on a des discussions avec le jeune, on sait que parfois il peut consommer, mais soit que le parent veut juste rien voir ou que le parent, justement, est vraiment dans les préjugés. Fait que là, des fois, oui, on a peut-être envie de faire OK, tu sais, suis un peu, tu sais, pourquoi tu vois pas qu'est-ce qui se passe? Mais tu sais, c'est correct aussi parce que tout le monde est différent aussi. Donc, mais ça va être essayer justement d'aller ouvrir un peu l'esprit à ce moment-là des parents, puis de faire comprendre que c'est correct, puis de le soutenir, ben c'est ça qui va être la meilleure chose pour son jeune. Est-ce que tu travailles avec des parents qui ont leur propre insécurité quant à l'éducation de leurs ados? Ils veulent pas perdre leurs ados, ils savent plus comment faire. Est-ce que tu accompagnes certains parents? Ben moi, j'ai beaucoup plus accompagné des adolescents, mais oui, c'est sûr qu'il y a des parents qui, tu sais, qui sont à bout de solutions, ils savent plus quoi faire des fois, qui ont peur pour leur enfant. Mais comme on disait aussi au début, pour un jeune, que sa consommation devient vraiment problématique à ce moment-là, puis que oui, on sait que cette personne-là a besoin d'aide, par exemple, ben c'est si la personne elle-même veut pas changer ses habitudes de vie, ben là, ça va être extrêmement difficile pour quelqu'un d'autre de le faire pour lui. Donc, on peut pas non plus obliger quelqu'un contre sa volonté à changer ses habitudes, etc. Mais on peut quand même l'aider à réaliser que cette personne-là va avoir, par exemple, une problématique au niveau de la consommation. Donc, juste des fois, en lui donnant de l'information, il y en a qui vont essayer de glisser des pamphlets pour des centres de thérapie, de l'information, en fait, qui pourrait être positive puis l'amener à un changement éventuellement. Mais si la personne, au fond d'elle, n'est pas consciente de sa problématique, puis n'a pas envie de changer ses habitudes, ben il y a personne qui peut le faire pour lui. On peut juste essayer de le soutenir puis d'essayer de l'aider quand même, mais on peut pas le faire pour lui. Alors, est-ce que l'équipe technique peut lancer le deuxième témoignage? Je pense qu'ils sont prêts. On avait un petit problème technique tout à l'heure. C'est à vous. Bonsoir à tous. Je prends la parole aujourd'hui pour vous faire part de mon expérience par rapport à la consommation des drogues et de cigarettes. En effet, pour ce qui concerne la drogue, je n'ai pas été un consommateur, je vais dire régulier, mais par contre, pour ce qui est de la cigarette, j'en ai été un consommateur plutôt régulier durant une période de ma vie. En fait, tout commence lorsque je suis en classe de terminale. Bon, déjà en terminale, tout part du fait que je regardais des séries et des films à la télé. Et à chaque fois que je regardais ces séries et ces films, il y avait toujours ce personnage-là qui se retrouve en train de fumer des cigarettes. Et le personnage dans la série le film avait toujours l'air cool. Donc c'est comme ça que des envies d'être cool commencent à s'installer. Et aussi, tu te dis aussi que en fumant aussi et tout, tu voyais des gens là dans les clips vidéo et tout, en train de fumer, et cela poussait aussi à vouloir essayer. Donc en terminale, ça m'arrivait des fois de consommer. Maintenant, l'expérience va se prolonger et lorsque j'ai le bac, je vais dans une autre ville, plus précisément dans la ville de Douala. Moi, je viens de Yaoundé et parce que j'ai eu un concours d'entrée dans une école de commerce là-bas à Douala, donc j'y vais. Arrivé dans cette école, les gens viennent d'horizons diverses et
je me retrouve seul dans ma chambre d'étudiant. Je mène la vie que je veux, je suis content, je dis merci pour la liberté et tout. Et je vais me retrouver en train de marcher avec certaines personnes. Je me retrouve en train de marcher avec certaines personnes. On se retrouve en train de consommer de l'alcool de manière abusive. Je dirais, notre quotidien était, je vais dire ça comment, notre quotidien était bercé par la consommation des breuvages chaque jour. En fait, après, lorsqu'on allait en classe et que le prof tardait à venir, on n'hésitait pas à aller boire 1, 2, 3 bières. Et en allant boire, je me rends compte que des gens avec qui je marche, ça leur arrive de fumer de temps en temps. Et je me dis pourquoi pas. Donc c'est comme ça que je me mets aussi à fumer pour vouloir être cool. Donc par la suite, je me rends compte que je deviens accro. Et je me rends compte que puis je le fais pendant environ 1 année de manière intense. Après un jour, je sais un peu de faire une introspection et je me dis pourquoi je fume. Et là, je ne trouve pas de réponse à ma question. Je me rends donc compte que je fume pour rien. Et je me rends compte aussi que la cigarette, ça me détruit physiquement parce que des fois, je me sentais mal au niveau de la gorge, j'avais mal. Au niveau de ma cage thoracique, j'avais mal. Dans un premier temps. Dans un deuxième, je me rends compte que la cigarette, ça me fait dépenser de l'argent. De manière inutile, hein, l'argent. Et en troisième, pour le troisième moment, je me rends compte que ça m'éloigne de certaines personnes. Et c'est comme ça que je décide de mettre cela de côté parce que c'était une personne qui ne fumait pas, me mettait de côté et on me jugeait énormément. C'est donc ainsi que je commence à réduire ma consommation progressivement, même si avec le temps, à chaque fois que je me retrouvais dans un environnement avec cette personne, je prenais une cigarette de temps en temps. C'est donc comme ça que j'arrive à réduire ma consommation de cigarettes et aujourd'hui, j'ai arrêté complètement. Je suis désormais non fumeur et je suis fier de moi. Je suis fier de moi, je me sens satisfait et je conseille à tous ceux qui fument de suivre mon exemple. C'est vrai que ce qui m'a poussé à arrêter, c'est les 3 raisons que j'ai données. Donc c'est un peu ça. Alors, je pense que c'était très important qu'on puisse écouter ce témoignage, hein. On voulait vraiment donner la parole aux jeunes et vraiment comme rentrer dans leurs chaussettes. Là, on voit un jeune qui commence parce que c'est une expérience. Et puis, on voit aussi un jeune responsable qui se pose les bonnes questions et qui décide pour sa vie. Et ce qu'on voudrait dire aux parents ici, c'est que faites confiance aussi à vos enfants. On dit toujours ici chez My Human, vous êtes les spécialistes de vos enfants. Donc, des fois, là, faites-leur un peu confiance. Merci beaucoup à ce jeune pour ce témoignage. Alors, on va conclure. Hein. Joachim, qu'est-ce que tu retiens en fait de tout ce qu'on s'est dit ou bien même de ta propre expérience? Ce que je retiens, c'est en fait, pour rendre, en termes familial, pour rendre l'enfant plus confortable, il faut pas nécessairement juger avec des jugements de valeur ou critiquer l'enfant bêtement. Il faut essayer de le comprendre, de le rendre à l'aise, d'aborder un dialogue pour que l'enfant soit plus confortable. Surtout pas le donner un sentiment de peur et de déconfort, sinon ça peut aggraver puis ça peut aussi accentuer le problème. C'est ce que je retiens principalement de ça. Après, il y a plusieurs autres choses aussi, là. Mais le point élémentaire, selon moi, c'est ça.
Merci beaucoup. Ça rejoint aussi le point de Alice hein, qui dit la même chose que toi. Alors, Ayrton. Bon, moi, de mon côté, c'est vraiment cette problématique-là de l'enfant et la drogue. Je vais dire l'adolescent en général. Bon, en fait, généralement, il y a deux aspects qui les attirent vers la drogue. On va dire quoi? On va dire c'est la compagnie, déjà. La mauvaise compagnie, oui. Et aussi, il y a les cultures étrangères qui les influencent d'une manière ou d'une autre. Donc, il serait judicieux que les jeunes ne se laissent pas influencer par ces cultures-là qui ne sont pas les leurs, parce que ça l'aide plutôt. Et aussi de choisir leur compagnie, parce que ça te fait grandir d'une manière ou d'une autre, de marcher avec de bonnes personnes, des personnes qui savent ce qu'elles veulent. Et quand tu marches avec des gens qui consomment de la drogue, tu n'avances pas, tu stagnes, tu pars d'échec en échec, tu déprimes et ça te rend encore plus dépendant et addictif. Donc, c'est en gros ce que le live m'apprend. Alexandra, j'aimerais vraiment qu'on conclue avec toi. Tu es l'intervenante entre nous, le bon côté de la drogue. Oui, ben c'est ça, je voyais beaucoup dans les commentaires des gens qui disaient mais c'est quoi les bons côtés de la drogue? En fait, ben c'est un peu paradoxal si on veut parce que oui, il y en a qui vont considérer que la drogue c'est bien justement parce que là ça les amène à se déjeuner, à se faire des cercles d'amis, à avoir des nouvelles expériences, mais tout est relatif en fait, donc il faut savoir qu'il y a quand même d'autres façons de se faire des amis, se déjeuner puis de vivre des nouvelles expériences qu'avec la consommation parce que oui, toute consommation va comporter des risques en fait, que ce soit une fois, que ce soit plusieurs fois, il va toujours avoir des risques à la consommation. Je pense que la meilleure chose à faire, en fait, pour qu'un jeune tombe pas nécessairement dans ce cercle vicieux-là, ben, c'est sûr qu'il y a une tâche qui part des parents, donc être capable aux parents d'apprendre à leurs enfants de faire des choix selon leurs valeurs, être capable d'avoir assez confiance en soi justement pour faire leurs propres choix, leurs propres décisions, puis ne pas nécessairement se laisser influencer par l'entourage. Dans le témoignage, on parlait justement de qu'est-ce qui est vu dans les vidéoclips, etc. C'est pas toujours la réalité. Faut savoir qu'est-ce qui est le mieux pour nous-mêmes, puis prendre nos propres décisions en fait. Puis tout part en fait du cercle familial, puis comment que ces valeurs-là nous ont été transmises. Merci beaucoup. On va terminer avec les mots de l'experte Alexandra Broder, qui est intervenante psychosociale et spécialiste en toxicomanie chez MyLumen. Si vous voulez aller plus loin, si vous avez des questions, si vous voulez prendre rendez-vous avec Alexandra, n'hésitez pas à nous contacter. Ses coordonnées vont être mises sur nos différentes plateformes. Merci infiniment à vous d'avoir été là. D'avoir participé à ce live aussi. On vous dit excellent week-end et puis à vendredi prochain. Au revoir.